Tac. Ok, bonjour, oh le chat. C'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bon, j'étais occupé, j'étais occupé, j'étais occupé. On travaille, on travaille. Regardez-moi qui j'ai sur le chat. Regardez-moi qui j'ai sur l'écran. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui a gagné un France et un WCS. Non, c'est beau. Coucou. Comment tu vas? Très très bien et toi? Bah écoute, ça va. Putain, ça fait bizarre. Tu sais qu'on est les deux seuls qui ont gagné un YCS et un France. Ah oui? Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que je suis un peu Ah jaloux. bah voilà. Je suis jaloux, je suis jaloux, mais en même temps, tu mérites, tu mérites. Fais gaffe, je vais dépasser ton palmarès. Alors, la vérité, c'est tout ce que je te souhaite. Et je le pense vraiment pour Mm. le coup. Que ce soit toi ou tous Ouais. les autres, que le jeu continue à évoluer, c'est trop bien. Du Et oui. coup, pour ceux qui ne savent pas qui est la personne sur la droite de votre écran, c'est évidemment Mathieu Bricard qui, euh, entre autres, on va beaucoup parler de ce qu'il a fait sur le jeu, mais qui a gagné le dernier YCS qui se déroulait à Bologne. Combien de joueurs? 2500 ou 2800? Du coup, j'ai pas 2000. suivi. Alors, je crois qu'il y avait 2800 inscrits, mais qu'on était 2500 et quelques à l'event. Ah ben, on va dire 2800, on sait jamais s'il y a des sponsors qui Non, te regardent. non, je préfère dire On, 2500, c'est plus accurate. on s'en bat les couilles. Je crois que ça reste le plus gros YCS ever, donc en soi. Bah, tant mieux, la vérité c'est que tant mieux. Donc du coup, comme d'habitude, à découvrir... Alors je dis comme d'habitude, mais la réalité ça fait un an qu'il n'a pas eu un, mais voilà, l'occasion fait le larron. On va parler pendant une petite heure un peu de ton parcours sur le jeu, de ce que tu as fait, ce que tu vas faire peut-être, et tout simplement voir un peu ensemble un peu comment tu as évolué, parce que c'est vrai que... Tu sais que j'ai regardé l'interview que j'ai fait de toi au France 2022, Oui. et j'avais jamais capté, mais t'étais intimidé de baiser. Ah ouais? Ah, je te jure, si tu la regardes, c'est une folie, je n'ai jamais vu C'est ça. possible. Après, je vais pas te mentir, à ce moment-là, c'était mon premier feature ever, la première fois ever que juste j'étais connu en dehors des trois des génériques qui me connaissaient au sud de la France parce que je faisais des WCQ. Mhm. C'est possible, Et c'est tu vrai vois? que, bon, franchement, je t'enverrai le lien après le live, je t'aviserai à regarder. Ouais, ouais, Et en bah, live, ouais, je ouais, m'étais ça pas a l'air aperçu à quel point t'étais, je sais pas, t'étais dans la lune, quoi. Mais bon. ouais, peut-être. Alors, du coup, avant d'arriver évidemment sur ce climax hein, qui est cette victoire en YCS, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont Tu l'as mal passées. cadré la photo, tu feras gaffe, il faut la cadrer sur les pieds. Non. J'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai estimé que on ne verrait pas tes chaussettes sur ce live. Voilà. Oh non! Il y a mon Alors, du graphiste coup, qui est très déçu. je vais pas forcément revenir trop sur ce que tu as fait avant 2022, mais quand même, Mathieu Bricard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a commencé Yu-Gi-Oh! Quand et qui a commencé à s'intéresser au compétitif comment? Alors j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Au début du collège, en Mhm, gros. Donc pendant la majorité de ma primaire, je jouais avec un ami, au Pokémon, enfin au TCG Pokémon, mais mhm, pas en tournoi ni quoi que ce soit, juste je jouais avec lui. mhm. Et au début du collège, il m'a dit qu'il trouvait que Yu-Gi-Oh! C'était un meilleur jeu en termes de gameplay. Du coup, je lui ai dit: «OK, tu m'apprends». Il m'a appris et j'ai bien aimé le jeu. Lui, il a arrêté, quasiment instantanément après, genre, quelques mois après. Mais, ben, moi, j'ai continué, surtout parce que j'ai réussi à trouver une boutique et des tournois, ce que j'avais pas pu trouver sur Pokémon. Donc ça m'a un peu maintenu dans le jeu, Mhm. puisque j'avais un endroit où aller me faire casser la gueule toutes les semaines. Donc ça, c'était en 2000, je sais plus combien. C'est en quelle année qu'il y a eu Duelist Alliance avec le switch des pendules OXX, enfin des XY aux pendules plutôt? Oula, Duelist Alliance, c'est 2015, début 2015, ça. Hein. Ça devait être là, en gros. Donc, et même, en fait, je jouais avant et j'ai commencé à faire des décès au tout début des pendules. Ok, Donc je ok. jouais pendant un an ou deux avant Donc en fait, et elle a voilà. littéralement commencé quand j'ai arrêté, quoi. Plus ou moins, je pense. Mais du coup, bah, j'ai commencé Et, à jouer à ce moment-là. et du coup, DUA, Et c'était quoi ton premier deck? Si tu me réponds Clifford, on arrête ce live tout de suite. non, parce que, déjà au tout début, moi j'ai commencé, le mon premier contact entre guillemets, c'est avec, le jeu, c'était Yu-Gi-Oh! Zexal que j'ai regardé, que j'ai bien aimé, surtout à l'époque, Mhm, parce que c'est une série en plus qui s'adressait aux plus jeunes. À ce moment-là, ils ont un peu rétropédalé, sur les trucs et moi j'ai beaucoup apprécié à cette époque-là et je trouve toujours que c'est cool. ouais. Mais du coup, je jouais une pile rang 4 Utopie, des machins, parce que j'aimais bien le deck de Yoya. Et mon premier deck construit, qui était, une stratégie compétente et un archétype cohérent, c'était Ignite, que j'ai joué jusqu'au leak. Ok, ok. Et donc, du coup, de 2015 à 2022, comment ça se passe? Est-ce que tu joues que à Montpellier ou tu commences à faire tes premiers régios petit à petit? Donc je jouais quasiment que à Montpellier et je rencontre la communauté, des gens très, très sympas et tout, qui sont encore dans la communauté pour certains et ben, à un moment, il y a un tournoi, pas un WSEQ, mais un tournoi de même taille en gros, qui a à Nîmes, donc pas très loin et on y va en voiture, j'ai passé un excellent moment.
Je suis passé par plusieurs decks. Effectivement, je jouais beaucoup Ignite, mais j'ai joué aussi, entre autres, Dinosaur au moment du Structure Deck. J'ai joué, comment ça s'appelle? Ah oui, j'ai joué Burning Abyss. Mhm. J'ai joué plusieurs decks comme ça, qui étaient sympas, toujours en fonction de mes moyens évidemment à l'époque. Mais voilà, donc j'ai fait quelques tournois, de la taille d'un WCQ en gros, où j'ai pas top ni rien. J'ai fait des scores, moyens, donc 3-3, des choses comme ça. Mais bah, j'ai découvert un petit peu la compétition et tout et j'ai rencontré des gens et c'est ça qui était cool à ce moment-là. Ok, et le premier CDF, c'est quand du coup? Mon premier CDS, c'était en 2019 Ok. et je jouais, donc c'est format Orcust et tout. Je jouais, Orcust Guerre Dragon. Donc c'était, Orcust, mais le meilleur starter du deck, à la place d'être n'importe quoi qui met 2 body pour faire, les nightmares, c'était, Normal Summon Dragonette, invoque un niveau 2, fait Ib et je faisais, toute la loupe Guerre Dragon, en passant par Saryuja et tout, donc je finissais sur Hot Red Seals, plus 2 mobs pour faire la full Orcust combo après à côté. Et j'ai bubble, j'ai pas bubble, mais en gros, j'étais en X3 avant la dernière round, donc j'aurais pu passer si je l'avais win, mais je l'ai lose. Et du coup, je suis sorti là-dessus. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Bien sûr. Zulu avait gagné, et il a pioché 6 cartes au lieu de 5 au premier tour, et il a pas fait top Ouais, aussi. ouais, Hein. je me Voilà. souviens, On, il m'en a parlé. on connaît. Bon, on va se téléporter un peu. Donc, du coup, là, on est sur tes débuts. On va se téléporter en 2022. Ouais. Donc, 2022, c'est un peu le moment où les gens te découvrent, finalement. Même moi, hein, finalement, Avec le je. Furious. Mais même moi, pour le coup, j'avais pas. Moi, c'est le moment où on me rappelle. Hein. C'est le moment où Konami m'a dit, vas-y, il faut que tu reviennes. Donc, faut ça. Toi, à cette époque, je crois que je sais pas si tu avais compris à quel point Furious c'était une carte de dégénéré que personne ne jouait. Non, mais je ne connaissais pas les cartes. Ouais, J'ai c'est ça. casté ce tournoi en entier sans connaître une seule carte, sauf Branded et Sword Soul. Donc à chaque fois que tu jouais tout seul, la vérité c'est que je te détestais. Vraiment, je te détestais. J'étais Ah en mode, mais ouais? qu'est-ce Oh que je dis? non! J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas ce qu'il fait, genre. Mais bon, personne n'a grillé, mais il y avait Neftis, donc ça va. Alors du coup, 2022, tu popes aux yeux du grand public. Tu te retrouves avec un deck qui n'était pas forcément attendu pour le coup. Parce que bah, c'était vraiment Branded Sword Soul qui, en tout cas, je crois, étaient les decks les plus attendus. Et on se C'était retrouve. ça. Il y avait aussi d'autres variantes auxquelles on s'attendait. Genre, on savait qu'il y avait des Fluke et des Thunderous qui se baladaient. On savait qu'il y avait potentiellement des Punk Pile et des Mhm. Hulk Combo Pile, enfin des conneries qui se baladaient. Mais en gros, oui, on attendait Sword Soul et Branded à part ça. Et du coup, on se retrouve dans un tournoi avec un top 4 Eldish, Tribrigade, Dragon Link, qui Mhm. était assez exotique. Et au final, tu gagnes. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est ton premier top en national, ce tournoi-là. Bien sûr. C'est mon premier top hors WCQ. Disons que mon premier top en WCQ, c'était 2019 et après j'en ai Mhm. fait quelques-uns, avec le Covid qui a fait que j'ai fait moins de tournois que ce que j'aurais pu pendant cette période. Mais en gros, disons que la saison du CDF 2022, avant ça, c'est la première saison où je fais plusieurs tops. Je crois que j'en ai 4 ou 5 Ok, en donc du WCQ. coup, tu étais connu sur la scène régionale, mais pas trop en national, tu pas forcément trop attendu. Comment ça C'est se ça. passe dans la tête quand on arrive dans son premier top? Est-ce que tu es en mode match les uns après les autres? Est-ce que tu es en mode bah, maintenant que j'y suis, je vais gagner? Ou est-ce que tu es en mode c'est un autre tournoi qui commence? Comment ça se passe en vrai? En Peut-être c'est gros, loin, mais. ouais, non, non, mais je me souviens un peu parce que ma mentalité surtout, elle a pas changé depuis ce moment-là parce que, ça a bien marché cette fois-là. Du coup, j'ai dit: «OK, je ferai pareil à chaque fois». Et en gros, ce que je fais, c'est que quand je rentre dans un tournoi, mon objectif, c'est de top. Je Ok. me donne jamais d'autres objectifs que top parce que c'est, l'objectif numéro un entre guillemets. C'est-à-dire que peu importe comment je top, je fais X0 ou autre, il faut d'abord y aller. Et une fois que je suis en top, je n'attends plus rien de moi entre guillemets parce que, c'est à partir de là du single elimination, donc c'est très volatile. On peut sortir à n'importe quel moment sur n'importe quoi, sur de la malchance, sur quelque chose. Donc on va dire que j'ai pas envie de, me reprocher d'être sorti, en top, en mode j'ai pas atteint mon objectif alors que ça peut arriver à n'importe quel moment. Juste j'attends de moi de jouer au mieux de mes capacités. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends les games une par une pour essayer de me mettre le moins de pression possible parce que j'ai pas envie juste en fait, j'ai envie de profiter et une fois que j'ai les top, je sais que j'ai déjà fait un score qui est respectable et si je sors du tournoi, j'ai envie de regarder le tournoi en me disant: «OK, j'ai fait un bon score», plutôt qu'en me disant: «Zut, j'ai été nul, j'ai pas gagné». Et du coup, par rapport à ce que je peux en retirer à la sortie du tournoi, je préfère prendre les games une par une et essayer de me projeter le moins possible. Ok, c'est intéressant ce que je dis. Est-ce que tu considères que la théorie de. Il y a des decks qui sont, entre guillemets, plus faits pour top et pas forcément gagner derrière, et à le contrario,
des decks qui vont être faits pour avoir plus de difficultés à passer en top, mais derrière gagner, ça existe ou pas? Ça existe totalement. C'est le cas, par exemple, de mon deck, de Bologne, Finsmith. C'est le cas de la plupart des decks que je joue parce que enfin, c'est en tout cas, moi, en tant que joueur et avec les decks que je joue, la plupart du temps, je vais avoir plus de mal à top qu'à gagner. Mmh. Parce que je joue souvent des trucs bizarres qui sont pas attendus et tout. Et ce qui va se passer, c'est que si mon deck fonctionne pas, je vais pas top. Mais si mon deck fonctionne, j'ai un vrai edge sur le reste des joueurs. Et donc, je vais me retrouver très souvent à aller loin dans le top dans ce genre de cas. Ça, c'est le cas pour tous les decks qui ont des petits gimmicks, des petites techs un peu bizarres. Parce que plus elles sont inattendues, enfin, si elles sont inattendues, et ben, si elles marchent, elles vont vraiment donner un gros edge. Et donc, à partir de là, si tu top, tu risques d'aller loin dans le top. Il y a aussi le cas d'autres decks qui sont des gros métacalls, comme le deck de Bologne, par exemple, où j'ai joué Finsmith Pure, qui était un métacall contre Snake Eyes, très exactement, et il faisait rien d'autre. Donc j'avais peut-être moins de chances de passer les rounds parce que si je tombais contre beaucoup de deck rock, des choses comme ça, j'avais des moyens de sortir du tournoi assez vite sur un coup de malchance. Si j'étais tombé contre un Tenpai de plus, je pense que ça aurait été un tournoi différent. J'en ai affronté 4, il fallait pas qu'il y en ait un cinquième. Mais par contre, une fois que j'étais en top, je suis tombé contre 3 Snake Eyes d'affilée, bah, c'était 3 victoires entre guillemets gratuites d'affilée. Donc Et c'était un deck qui était plus fait pour gagner l'event que top. OK. Et est-ce que dans l'approche, c'est quelque chose qui est important pour toi de d'avoir des petits trucs à toi? Ou est-ce que tu es capable de Euh, jouer totalement ce que tout le monde joue et tu en as rien à foutre? Donc quand je fais un tournoi, un DC, que je traîne, des choses comme ça, quand je trouve qu'il y a pas spécialement de gros enjeux, je peux jouer n'importe quoi. Je peux même, être là et dire, «Excuse-moi, le random là, c'est quoi ta liste? Est-ce que tu peux me prêter ton deck? Go, je fais le tournoi avec», ça m'arrive de temps en temps au DC. Ou en train ou autre, où je copie-colle des trucs, parce que, bah, il faut jouer, il faut apprendre. Quand c'est un tournoi avec de l'enjeu, je vais mettre beaucoup plus d'efforts dans ma préparation. Je vais essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour un maximum de choses et je vais avoir tendance à préférer avoir un deck qui a des solutions à toutes les situations, mais qui a pas de grosses forces, qu'un deck qui a des forces très, très fortes, mais qui peut se faire variancer très, très facilement. Donc je trouve que le fait d'avoir des petites techs, des trucs auxquels les gens s'attendent pas, ça me permet de, moi, récupérer des wins sur des games qui sont perdus parce que j'arrive à avoir mon adversaire sur quelque chose à quoi il s'attend pas. Donc oui, c'est OK. important pour moi Ouais, ça d'avoir fait des techs et des spices dans mes OK, decks. OK. OK, 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 très bien. Donc du coup, cette saison 2022, au final, tu prends le France. Malheureusement, l'Europe, ça se passe, un peu moins bien. Mais au final, ça Oui. reste, une grosse satisfaction pour toi. C'est la grosse explosion. Et une fois que tu as gagné, comment ça se passe? Parce que je me rappelle qu'à l'issue du France, tu me dis mot pour mot, moi, mon seul objectif dans le jeu, c'est d'aller une fois au World. Ah, c'est mon seul objectif, en tout cas, jusqu'à ce que je le Et, remplisse. et moi, j'étais en mode, j'avais même parlé en live, j'étais en mode, ok, il y a peut-être des étapes un peu. Parce que je te l'ai pas dit en live, j'étais en mode, vas-y, je vais pas Ouais, lui dire, ouais, le ouais. mec vient de gagner, il est content, je vais pas commencer. Mais j'étais en mode, il y a peut-être des étapes, tu vois. Donc on reviendra sur ça après. Parce que c'est assez intéressant parce qu'au final, tu as une trajectoire qui va plutôt vers le haut. Donc du coup, fin de saison, champion de France en titre. Et derrière, on a ce premier top Y16. Alors putain, il y a aucune image, il y a un short en Ah! vertical, mais j'ai envie de Oh vous tuer sans non! déconner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je Bref. suis pas passé en stream, c'est pour ça. Et comme c'était la fin du format, littéralement la banlist était tombée et elle était appliquée le lundi après le week-end. Du coup, je trouvais que ça valait pas le coup de faire une vraie profile. En plus, c'est un top 16, c'était pas c'est pas genre un win ou top 2, tu vois. C'est vraiment juste top 16 dans un format qui n'existe plus. Je me suis dit que pour la profile, il valait mieux faire un short comme ça. En plus, je fais une profile en 1 minute, c'est rigolo. Alors, Mais oui, j'ai plein de questions par rapport à ce YCS là. ouais. Déjà, on est d'accord, c'est bien ton premier top OSS, j'ai pas raté mes devoirs. Non, non, c'est bien le premier, Est-ce effectivement. que tu fais partie de ces gens pour qui c'est important pour toi de perfer dans un YCS en France plus que dans d'autres ou pas? Non, pas spécialement. Pour moi, tous les YCS, c'est pareil. Limite, je préfère perf à l'étranger parce qu'en France, j'ai un peu moins l'impression de gros tournois parce que je tombe contre beaucoup de Français. C'est bon, c'est cool, hein, de tomber contre des Français, mais je veux dire, si je fais des tournois, enfin des YCS, c'est parce que j'aime bien tomber contre d'autres gens, contre des trucs et tout. Enfin, des étrangers, parler anglais toute la journée, c'est un truc que j'adore. Enfin, en France, c'est pas pareil entre guillemets parce que quand je suis à l'étranger, bah, par exemple, quand là, c'était à Bologne, je suis tombé contre aucun Français, que des Italiens, et il y a plus
le fait d'être soudé par nationalité quand on est moins, parce que à Lille par exemple, on était vraiment beaucoup de Français. Du coup, ben, on est moins en mode vas-y, on est tous Français, on s'aide les uns les autres parce que bah, on est la moitié de la salle, quoi. Oh, Il y a moins ce sentiment de communauté qui se déplace ensemble et c'est un truc que j'aime beaucoup, ça. ok, 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 ok. C'est intéressant. Et du coup, Stigray CS de Lyon, c'est un format, un des rares, c'est peut-être le seul que tu as connu en vrai. En termes de compétition, c'est le seul format tier 0 que tu as connu en réalité, non? Bah, comme je joue depuis un moment, j'ai connu le format Zoo, j'ai connu du coup le format tir. Et je crois qu'il y en a pas eu vraiment d'autres qui étaient aussi clairs. On a estimé que Snake Eyes était tier 0, mais bon, c'était pas vraiment vrai. Enfin bref. Mais j'ai connu le format Zoo, même si j'étais moins compétitif à ce moment-là, donc j'avais moins de trucs. Mais oui, c'est le seul que j'ai connu. Est-ce que comme beaucoup de très gros joueurs, tu as cette impression qu'un format tier 0 permet plus aux meilleurs joueurs d'esquiver la variance ou pas? Ça dépend du tier 0 en question. Ok. Dans le format tier, j'ai vraiment eu l'impression, c'était un format que j'ai adoré, le deck, j'ai surkiffé le jouer. C'est incroyable. J'ai passé tout mon tournoi à faire des mirrors et les gens, ils étaient en train de misplay en face de moi, du coup, j'étais là à leur casser la gueule. Du coup, Il y a tu un valides man. du coup. Ah ouais, ouais, non, mais il y a un gars qui il commence, il me fait Rulkalos Dweller et tout, et genre sous Rulkalos Dweller avec une main pas ouf, je gagne parce que juste le deck était trop trop bien. J'étais aussi content d'avoir des moyens d'avoir un edge sur le gameplay avec les chain link, mais aussi il y avait des petites techs que j'avais dans la liste. Par exemple, un truc, c'est que je jouais le troisième Mudora en side parce que je me suis dit, ok, avec tout ce qui est melee, j'aurai forcément mes deux shufflers dans le cimetière à tous les Mhm. moments, donc j'ai pas envie de brick avec en ayant trop, des choses comme ça. Enfin, il y avait des petits moyens d'avoir un deck building sympathique, même si c'était le gameplay qui était le plus important, et c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans ce format. Et, et d'ailleurs, dans ce format tier 0, tu as joué qu'un YCS au final. Donc, du coup, plutôt content d'avoir validé une performance correcte dessus, quoi. Oui, surtout que c'est un format qui est considéré par vraiment beaucoup de joueurs comme un des plus skillés des dernières années. Du coup, le fait d'avoir un top dans cet environnement-là, ça me valide entre guillemets comme un bon joueur parce qu'à ce moment-là, du coup, depuis le France, j'ai pas vraiment fait de gros scores, donc peut-être que on me prend pour un papa encore qui a juste eu de la Mais chance une fois. rien à voir, mais est-ce que le regard des autres a une importance pour toi? Genre, est-ce que le fait que les gens pensent que t'es un bon joueur, ça t'impacte? Ou alors, à le contraire, qu'ils pensent que t'es une merguez? Hum, Ça dépend Ça vraiment des dépend. profils, ça, en termes de réponse, hein. Oui, en gros, oui, mais pas complètement parce que euh, on va dire que tant qu'il y a une partie des gens qui vont me voir positivement, que ce soit en termes de niveau de jeu, de personnalité, de personnes tout court, de membres de la communauté, tout ça, je peux me focus sur ces gens-là Mhm. et ignorer les autres. Si jamais il y avait toute la communauté qui pensait que j'étais un mauvais joueur et désagréable et tout, là, ça m'impacterait énormément. Mais j'ai de la chance, il y a la majorité des gens à qui je parle qui en général sont super sympas et qui me renvoient une bonne image de moi-même aussi. Donc, je peux me focus là-dessus. Mais justement, par rapport à ça, c'était relativement difficile aux Français en 2022 parce que juste après, je me suis pris une vraie vague de haine et celle-là, elle a été compliquée à tanker. Bah, c'est vrai qu'on peut en parler, ça. C'est vrai qu'effectivement, il y avait beaucoup de. Alors, c'est un jeu Yugi, de toute façon, qui est beaucoup basé sur l'ego, hein. On joue pas pour gagner de l'argent. C'est vrai que souvent, quand quelqu'un pop d'un peu de nulle part, tant qu'il n'a pas confirmé, les gens vont soit rabaisser sa victoire, soit chercher des petits trucs. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut en parler. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de toi comme potentiellement quelqu'un qui trichait, qui stackait, whatever, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, même moi, je l'ai entendu. Bon, je t'avoue que j'étais très extérieur à tout ça, je n'avais un peu rien à péter, mais c'est pas bien d'ailleurs. Mais Mmh. c'est vrai qu'effectivement, faut faire attention dans ce jeu-là, parce que vu que vraiment tout est sur l'ego, ça parle beaucoup. Et après, c'est propre à chacun de réagir comme il le souhaite, quoi. Il y en a qui vont ignorer, il y en a qui au contraire vont essayer de prouver que, il y en a qui au contraire vont essayer d'être un peu plus tendus. Là, typiquement, bah, Uhart, là, qui a fait son premier top YCS, dans les commentaires YouTube, il s'est fait dézinguer. J'étais en Ouais, mode. bah après c'est compliqué parce que bon, il top avec Tenpai, qui est pas le deck considéré comme le plus skillé du jeu. En plus, je crois que c'est le seul X3 qui est passé et des trucs comme ça. Mais il faut pas diminuer la performance. Ça reste X3 en YCS, c'est quand même très très honorable. Peu importe Largement. le deck, peu importe le format, peu importe tout. Et le fait qu'il ait eu la chance de top grâce à ça et qu'il se soit même pas arrêté en top 64, qu'il ait gagné une game de plus pour aller en 32, ça lui fait
un top à son palmarès qui est vraiment incroyable. Et c'est pas parce que il a eu de la chance, contrairement entre guillemets aux autres aux autres gens du top, que c'est forcément que ça qui a joué, parce que peut-être que à côté de ça, il a eu moins de chance sur ses match-ups et que c'est peut-être à cause de ça qu'il a une défaite de plus. Il y a plein de paramètres et de Et, facteurs qui jouent. et pour être tout à fait transparent, parce que beaucoup de gens associent souvent un joueur de Tempai à une merguez pas cuite, mais genre tu regardes Ludovic de la Ares, tu regardes Uhart, ils ont fait top à tous leurs tournois les 3 semaines d'avant, quoi. Donc Ah oui, oui, non, mais et Ludo, c'est vraiment, c'est ma bête noire en tournoi, hein. Je crois que je suis à 0,5 contre lui en tournoi. Et bah, avant Bologne, le vendredi, on a fait des games et il m'a cassé la gueule en boucle. C'était très très après, grave. cheveux bleus contre cheveux verts, je comprends qu'il gagne, hein. C'est totalement ça la technique, hein. C'est pas n'importe Ah, ça doit être ça. Mais il les avait rouges, là, je crois, roses. Donc quoi. Ouais, c'était moi qui étais censé gagner. je comprends rien de ce qu'il faut avec ses cheveux, ça n'a aucun sens. On en parlera peut-être un jour. Du coup, Ouais. donc on close format tier 0 où tu arrives à faire une perf. Moi je l'ai toujours dit, hein, les gens qui perfent dans les formats tier 0 et qui en plus de ça arrivent à confirmer derrière, c'est toujours très très parlant de manière générale parce que bah, les formats tier 0, c'est selon moi ceux où on peut tirer le plus d'edge et profiter des mauvais, enfin des joueurs moins forts. Et du coup, on se téléporte au France 2023 parce que entre ces deux tournois là, la seule fois où je t'ai vu, c'était au Wanted, t'avais ta banane et tu voulais jouer à Smash, donc on va pas parler de ce tournoi là. C'est vrai, c'était très très drôle. Et du coup, France 2023, un environnement pas du tout propice à ce que tu débarques avec Dragon Link et que ça se passe Vraiment pas. fondamentalement bien. Mais Ouais. tu te retrouves en finale du France encore une fois. Comment ça se passe la préparation au tournoi? Parce que tu prends un deck qui, fondamentalement, pour beaucoup de gens en tout cas, n'aurait pas forcément de sens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois très bien. Bah, en gros, c'est un format là, le format Kashtira qui dure depuis l'hiver, en gros. Et je suis passé par plusieurs, options pendant ce format. Au début du format, avec le structure, Traptrix qui est sorti, j'ai pas mal joué ça et c'était pas mal contre Kashtira justement parce que, Floodgate Trapple sur, une spécial summon de n'importe quel Kashtira, il te regarde avec des yeux très, très tristes. Et du coup, j'ai pas mal joué ça, mais le deck avait quand même des problèmes, il était un peu bricky, différentes choses. En Go second, c'était pas ça. Donc, disons que entre ça, le fait que j'avais pas envie de jouer Kashtira parce que je détestais le deck, et différentes choses, j'avais pas une infinité d'options. J'ai réfléchi à différentes choses, et il y a un tournoi, donc pendant ce format-là, où j'ai vu un autre joueur Dragon Link qui jouait Dragon, donc moi je jouais pas Dragon à ce moment-là. Mhm. Je lui ai demandé, OK, t'as trouvé comment le deck? Parce que, bah, je voulais savoir comment il l'avait trouvé dans le format. Et il a dit: «Bah, à part contre cash, j'ai l'impression d'avoir un edge de fou sur tout le monde». Et j'ai fait: «OK, je vais retester». Et je suis tombé sur exactement le même résultat. J'avais l'impression que, à part contre cash, j'avais un edge de fou sur tout le monde. Et du coup, j'ai fait: «OK, j'ai pas d'autre idée. Je vais juste send avec dragon». Les bestiales, c'est des cartes de fou dingue. Je vais juste mettre de la haine à cash. Et donc j'avais 3 Dark Ruler, 3 Infinite Main Deck qui étaient des Outerizers. Dans le side, j'avais que des board breakers avec des trusts, des trucs et tout. Donc j'avais vraiment moyen d'out le truc. J'avais juste besoin qu'il n'ait pas exactement Shifter. Parce que Shifter, c'est la carte où j'ai pas d'out. Parce que c'est pas Riser, il est pas on board le truc. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais espérer que si je tombe contre cash, il n'est pas shifter 2 games sur 3. Comme ça, les autres, je peux board break le Riser, gagner. Si je gagne le dé, ça peut aller, enfin des choses comme ça. Et ben, au final, il n'y a même pas eu besoin de ça, puisque je tombais contre 2 cash en 18 rounds. Et Et c'était pas mal. il y a un autre truc que tu disais tout à l'heure, à partir du moment où ton objectif c'est top, théoriquement tu peux même te permettre de défaite et tu seras dans le top. Alors, mon objectif, c'est pas top. Ok, Disons que mon objectif, c'est toujours, entre guillemets, de win, mais je n'attends jamais de moi autre chose que le top. Je sais pas si ça fait sens, comme je le dis. ok. C'est-à-dire que dans ma préparation, dans mon deck building, dans tout ce que je fais avant le tournoi, je le fais dans le but de win. Mais une fois que je suis dans le tournoi, je vais me focus sur le fait de top et pas forcément plus, en gros. Parce que justement, à cause de la variance du top et de tout ça, je peux sortir n'importe quand. J'ai pas envie d'être dégoûté en sortant d'un tournoi alors que j'ai fait un score qui est respectable et tout. Mais dans la préparation avant, en tout cas, je fais ce que je peux pour avoir des. Je préfère avoir un deck qui a des réponses à toutes les situations que un deck qui perd instantanément contre un certain match-up ou autre. Alors, c'est paraît bizarre en ayant joué Dragon Link, mais avec ma liste, j'estime vraiment que tant que mon adversaire n'avait pas exactement shifter, j'avais toutes mes chances de gagner un BO.
Ok. Alors moi j'ai détesté 2 ans de suite, hein, parce que du coup là je redébarque et je retombe sur les tours de 20 minutes, je te détestais encore une fois, mais... Aïe, aïe, aïe. mais la vérité c'est que ce France-là a été très très intéressant. Comment tu le vis personnellement d'avoir perdu? Bon, j'ai pas la sensation que tu pouvais jouer quand t'as perdu ce BO là pour le coup, mais est-ce que c'est quelque chose qui Ouais. t'impacte le fait de perdre cette finale ou bon on passe à autre chose et... Non, parce que je savais que Kashtira, c'était un match-up qui était vraiment pas évident, même si j'avais des armes, que le shifter en game 1 a scellé la game alors que j'avais une main qui aurait pu break le board parce que j'avais Dark Ruler et de quoi jouer. Du coup, bah, on imagine qu'il n'y a pas shifter, il n'y a plus de riser et je peux jouer au jeu et j'ai peut-être gagné. Game 2, enfin, je pouvais la gagner. J'avais l'impression que j'aurais pu. En fait, c'est bizarre. Game 2, je pouvais pas la gagner, mais il a fait beaucoup de misplays, donc j'aurais pu la gagner. Et finalement, en gros, on arrive à un moment où on prenait tous les deux beaucoup notre temps Mhm. pour jouer parce qu'on voulait pas faire d'erreur et on en faisait quand même, mais on prenait notre temps pour jouer. Et à un moment, quand je suis en train de réfléchir, il y a le judge qui nous demande de jouer un peu plus vite, à tous les deux. Hein, pas, il me dit pas à moi spécifiquement ou autre, mais ça tombe sur le moment où c'est moi qui ai besoin de réfléchir. Et du coup, j'ai fait à ce moment-là un play qui m'a coûté la game. Enfin, j'ai fait en tout cas une mauvaise séquence d'action. Et même avant ça, j'avais des moyens d'être dans une meilleure situation, des choses comme ça. Donc la game 2, je pense que j'aurais pu la gagner. Le truc, c'est que game 3, en vrai, je pense que game 3, j'avais mes armes justement avec tous mes board breakers et tout, je pouvais out le rise. Donc j'aurais pu faire quelque chose, pas la game 1, mais après ça. Mais sur le moment, du coup, je voulais être content de ma performance, content du moment, parce qu'on est quand même les deux derniers champions de France en titre qui Mhm. jouent l'un contre l'autre en finale. C'est incroyable. Je suis content pour Tristan, qui est quelqu'un de très sympa. Et ben, j'essaye de voir le positif au maximum. Même si, ben, en regardant après, je me suis dit, ah, c'est dommage. Mais bon, tant pis, ça reste une performance extraordinaire, Ok, ok. surtout dans ce format. Ouais, je suis assez d'accord. Et donc, du coup, au final, bah, l'Europe, malheureusement, se passe pas forcément super bien non plus. C'est bien Non. suivi. Et on est sur une fin de saison. Et en 2 ans, tu fais premier au France, deuxième l'année d'après. Et là, on va arriver sur la saison de tous les débats. Là. Parce que là, on va arriver sur la saison du Mathieu Bricard pas content. J'ai rien fait. J'ai fait zéro top. Le Mathieu Parce Bricard qu'on a pas fait un. content qui nous Ah fait, oui! qui nous fait une vidéo pour nous dire que le jeu pue la merde. Ouais, j'en avais marre. J'en avais marre à ce moment-là. Alors, J'avais tort. Pas sur tout. J'étais entre autres très salé. Le seul argument où j'avais raison 100%, c'était le prix du jeu était trop élevé. mhm. Le reste, j'étais surtout salé, même si j'avais des arguments pour, mais ils n'étaient pas tous complètement valides. Alors, on va mettre dans le contexte pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo à l'époque. Donc, en gros, on est dans une méta N'allez pas la voir, vous allez où perdre foi en moi. où... Alors, moi, je l'interprétais comme ça, tu me diras après si je me trompe, mais moi, la manière dont je l'interprétais, c'est... Je suis un très bon joueur qui n'a pas les moyens pour potentiellement, comment dire, avoir le plus de chances de montrer que je suis un bon joueur et éclater les gens, il me faut Snake Eyes. Et le problème, c'est que tous les autres jeux, tous les autres decks, bah, soit ils puent la merde, soit ils empêchent d'avoir des parties interactives, donc ça me plaît pas. C'est un Ouais, peu comme ça que je l'ai interprété moi. Et donc, c'était ça. tu te retrouves dans une situation où, en plus d'être dans le sud, hein, parce que ça on n'en parle pas assez, mais dans le sud, bon, on joue pas au jeu quoi. Tu peux pas forcément jouer, et du coup, il y a un moment où t'en as un peu ras-le-bol, t'es en mode putain, les mecs, vous me cassez les couilles, je vais pas revenir avec Dragon League une troisième année de suite. Ah bah, j'aurais pu, hein. J'étais à pas grand-chose de le faire. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, voilà, avec du recul, tu regrettes cette vidéo ou pas du tout parce que c'était vraiment un sentiment que avais et peut-être que beaucoup de gens partageaient avec toi finalement. Non, parce que OK. Je pense que c'était une erreur de faire cette vidéo, et que, c'est juste quelqu'un qui est salé qui se plaint pour «se plaindre» entre guillemets. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense que c'est le genre d'erreur qu'il faut faire une fois pour la comprendre et elle Mhm. était pas, c'était pas une erreur qui était grave au point d'avoir un impact vraiment négatif, sur le long terme, des choses comme ça. Disons que c'est une erreur que je suis content d'avoir faite parce que c'est, pour moi, le genre d'erreur qui est importante à faire. Oui, bah de 0 à Jessica Robinson sur 20, je pense que ça va. C'est pas grave, tu vois. C'est plus un sentiment que tu partages. C'est parce que tu kiffes le jeu que tu fais cette vidéo au final. Si le Bien jeu, sûr. si t'es pas passionné par le jeu, tu fais pas cette vidéo, t'ignores, c'est tout. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Moi, Non, la vraie question que j'arrête je de veux te jouer. poser par rapport à cette vidéo et par rapport à cet instant en termes de timeline, Ouais. on est d'accord que si à cet instant-là, t'as Snake Eye dans les mains, tu le kiffes le format, tu joues. Heu, d'un côté, oui. D'un autre côté, tous mes autres problèmes existent toujours parce que il y a toujours, en fait, je joue, mais je suis content de jouer le miroir Snake Eyes et je suis pas content de jouer quoi que ce soit d'autre à ce moment-là. Parce que dès que c'est pas un miroir Snake Eyes, c'est
il y a pas de jeu. Donc, j'aurais joué, j'aurais été content, de pouvoir, faire, mes mirrors et tout. Il n'empêche que, même si j'aurais sûrement pas fait la vidéo, j'aurais été frustré la totalité des games où j'aurais joué contre un de tous les autres decks, dont je parle, Ok. de la Est-ce majorité du temps. que tu penses que cette timeline-là où tu fais la vidéo est pire ou mieux que le format Agov Rescue Ace horrible? Quel format est le meilleur? En gros, est-ce que tu estimes qu'il y avait plus de jeux là ou au format Agov? Oh, format Agov. Le format Agov, Ok, ok, c'est était intéressant. vraiment cool parce que moi, je pense que, avec, Rescue Ace, bon, j'aimais pas du tout Rescue Ace parce que c'est encore une fois, c'est un type de deck que j'aime pas. C'est les decks qui sont trop forts pour que tu puisses avoir un bon game plan contre et trop faibles pour pouvoir les jouer toi-même. Parce que Rescue Ace, c'est le genre de deck, si tu joues contre, le man, il open, starter, extender, extender, end trap, et si toi tu le joues, tu open 3 traps. Donc, j'aime pas ça parce que j'aime pas, le fait que, enfin, genre, le deck soit, enfin, voilà, j'aime pas le fait qu'un deck soit bricky et fort parce que ça veut dire que je peux pas le jouer moi et je peux pas, vraiment jouer contre non plus, de façon efficace. Mais à part ce deck-là, et même, en comptant ce deck-là, en fait, il y avait beaucoup d'options dans ce format-là, avec, tout ce qui est Unchained Purely. Le format Unchained Purely, pour moi, c'est le meilleur format des années récentes. Unchained Purely, Rescue Ace, différentes choses. Et, J'ai et- trouvé incroyable. et tout ce qui est Managem Infernoble qui jouait tout seul quand il gagnait OD, c'était vraiment cool Non, ou... ça, je détestais ça, mais c'était pas les meilleurs decks du format. Du coup, Oh, on si est je d'accord. regarde le format et les top decks de ce format-là, je le trouvais vraiment très cool. Ok, ok, intéressant. Alors, du coup, donc, on a cette petite période de frustration qui se résume derrière dans un France avec Tenpai Purely. Alors ça, on est obligé d'en parler parce que t'es venu me voir la veille, t'étais trop C'est très heureux. drôle. T'étais trop heureux de ton deck. Bon, moi, je pense que t'as cerné comment je suis. Moi, j'étais en mode, il est complètement fou. Heu, Euh... non, j'étais pas fou, mais juste j'avais pas eu assez de temps parce que j'avais d'autres, enfin, j'avais pas de temps parce que j'étais occupé à d'autres choses, à cette époque-là, en dehors de Yugi, mhm. et du coup, j'ai eu peu de temps pour taffer l'event. J'estime encore aujourd'hui que c'était pas spécialement une mauvaise idée et que, si j'avais eu 1 ou 2 semaines de plus de vrai tryhard pour, taffer le deck, j'aurais pu trouver quelque chose de mieux. Mais c'est sûr que, en l'état où elle était, au CDF, ma liste n'était pas assez bonne. Alors, je commenterai pas sur la liste parce que moi, tu vois, je suis tranquille. Mais ouais, non, moi, je me rappellerai toujours le vendredi, t'étais trop heureux de me montrer ton deck et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'étais trop heureux aussi parce que, bah, j'avais trouvé un deck que j'aimais jouer dans le format et c'est un truc que je cherchais depuis longtemps, et bah, quand je fais un tournoi et tout, si j'arrive à trouver une solution qui me satisfait pour le tournoi en question, évidemment, je serai toujours trop heureux. Peu importe si je top ou pas, si quoi que ce soit, tant que j'ai un deck que j'aime jouer le jour de l'événement, je vais être très, très content. Ok, ok. Donc, au final, est-ce qu'on a des. Est-ce que t'as tiré des leçons de ce tournoi? À part le fait que tu as fait signer ce qu'il y a derrière toi, là, à toute la salle. C'était très drôle ça. Je m'en souviens, je m'en souviens. Est-ce que tu as tiré des leçons de ce tournoi? C'est-à-dire pas assez de préparation, donc pas forcément le résultat attendu. Est-ce que ce tournoi a eu un impact dans ce que tu as fait après ou pas du tout? Pas vraiment. Disons que ce tournoi, c'était, pour différentes raisons, le dernier de l'Asia Outsiders, qui était mon équipe jusque-là aussi. Donc j'étais, aussi là pour profiter avec, les autres membres de l'équipe, du dernier tournoi, voir des gens. C'est toujours des événements communautaires, les tournois, donc c'est aussi pour ça que je suis là. À partir du moment où j'ai pas top, j'étais un peu déçu. Je suis allé faire un side event, je me suis bien amusé, et bah, encore une fois, j'essaie toujours d'avoir une mentalité pour tirer le plus possible le positif de tout, et du coup, là, ce que j'ai tiré de ce tournoi, c'était: «OK, c'était un bon événement social, j'ai pas score, c'est pas grave, je vais score la prochaine fois». Putain, c'est la mentalité Lena Situation, ça, bravo. Euh... Je sais même pas qui c'est, mais Comment ça, tu sais pas OK, qui c'est? Non, mais je sais comme. pas qui c'est. Oh, faut lui entendre ça. Du coup, donc fin de saison sur ça, une saison bah, où t'étais pas trop content de Snake Eyes, tout ça. Et c'est là que ça change un peu pour toi parce que du coup, tu chopes un sponsoring pour 2024 avec une affiche avec une faute d'orthographe impossible à justifier de la part de la DAC. Roster ROA-STER. Ah, vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment ça Ah se ouais? passe? Ah ouais, non, Tu l'as fait comment, toi? bah, y a pas de A. Ah ouais? Bah, ça veut dire qu'il te cuit la roster avec un A. Ah ouais? Je suis pas au courant. Après, j'ai jamais eu à l'écrire ce mot, mais OK. Donc du coup, tu récupères un sponsoring avec la DAC. Comment ça se passe? C'est quoi aujourd'hui, en 2024, un joueur sponsorisé? Pour ceux qui Je vais savent pas pas dans le chat. rentrer dans les détails, Oui, pas forcément les mais détails, mais dans pour la l'idée. faire
très très simple. En gros, ils vont m'aider à me procurer les cartes qu'il me faut pour les événements. Donc, par exemple, pour Bologne, les Fuvalos. Et ils vont m'aider à aller payer les coûts de déplacement en gros. Et moi, en contrepartie, je vais aller voir avec eux pour ce qu'on fait de mes lots, en gros. Ok, ok, donc du coup, toi, ça t'aide beaucoup dans le sens où, du coup, ce problème que tu avais l'année d'avant, par exemple, avec les decks trop chers, bah tu ne l'as plus, j'ai bien compris. Oui. Et du coup, est-ce que ça t'enlève un stress? Parce que c'est vrai que j'imagine que quand tu peux pas avoir les cartes, alors que peut-être tu t'entraînes un format et un deck de jeu, c'est extrêmement frustrant. Oui, alors c'était aussi très frustrant par rapport à mon souvenir du dernier format où j'avais les cartes que je voulais et où je pouvais jouer avec. C'était le format tir. Et format tir, quand justement j'avais le meilleur deck et tout, j'avais vraiment l'impression que le fait d'avoir le meilleur deck, juste, je pouvais être meilleur que mon adversaire et gagner la game. Ah, c'est Et bien. le fait que depuis ce format-là, j'avais à la fois plus les sous pour avoir le meilleur deck et que les meilleurs decks étaient moins au-dessus, entre guillemets, j'avais plus de mal. Mais du coup, effectivement, moi j'étais très content de pouvoir faire ça. Très content qu'il me propose ce sponsoring. Oh, bah, c'est intéressant, hein. Moi, pour le coup, à l'époque, c'était vraiment très différent vu qu'il y avait des magazines, donc j'avais vraiment tout. J'avais hôtel, trajet, bouffe, j'avais tout, c'était scandaleux. Mais c'est vrai qu'en 2024, il n'y a pas forcément énormément de joueurs sponsorisés, donc du coup, c'est assez intéressant d'avoir ce genre de retour, quoi. Pour plaisir. Et donc, du coup, comme tu le disais juste avant, tu changes d'équipe, tu rejoins la RS. Oui. Est-ce qu'il y a une réelle évolution par rapport à ce que tu faisais avant? Genre, est-ce que tu passes du groupe d'amis à groupe tryhard? Ou alors ça change pas grand-chose et t'es toujours pareil, quoi? En gros, la TOS, c'était pas qu'un groupe d'amis parce que, bon, c'était une team qui se voulait quand même compétitive, Ok. même si, on avait du mal, parce qu'on avait une organisation qui était un peu, moins carrée et tout. Donc disons que dans la mentalité et l'idée, ça change pas. Ce qui change, c'est l'environnement et c'est une réalité que la ARES est une équipe qui est extrêmement bien structurée en interne et qui permet à quelqu'un qui s'investit de progresser à une vitesse absolument incroyable. Même Donc Stefanini? Oh le bâtard, Je oui, on a rigolé! Oh non, les tacles. C'est la Non, famille, c'est la c'est famille. une structure qui est, vraiment bien structurée et qui me permet, à la fois d'avoir de l'aide pour, analyser le format, build mes decks, trouver, ce que je veux jouer, dans un premier lieu et après playtest. C'est quelque chose qui est un environnement qui est, très, très cool et effectivement plus performant que celui que j'avais dans la TOS, même si l'objectif était le même. Ok, donc les objectifs restent pareils, mais dans un environnement qui est peut-être un peu plus, on va dire, professionnel pour Oui, on peut globaliser le dire truc. ça, c'est un bon mot. Ok. Ok, ok, bah écoute, ça fait plaisir. Et donc, du coup, tu joues 2YCS. Lille, alors Lille, j'avoue que j'ai pas suivi, mais il me semble que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas très bien passé. En gros, le problème de Lille, c'est que comme on a eu la banlist un mois avant, on a eu qu'un seul mois pour taffer le format. Et j'ai trouvé mon deck du YCS une semaine avant. Et même si on était plusieurs à taffer dessus, malheureusement, une semaine, c'était sûrement pas assez pour trouver une bonne variante de ce deck-là, qui était Snake Eyes Fire King avec beaucoup de Fire King et des Board Breakers. Et je Mhm. pense que j'avais peut-être pas assez de Board Breakers, peut-être pas les bons ratios d'engine, différentes choses comme ça. Et du coup, ah oui, et en plus, j'ai pas eu de chance parce que le match-up que j'ai le plus affronté à Lille, c'était Chimera. Et j'ai perdu quasiment tous mes dice rolls contre. Donc c'était vraiment un enfer parce que Chimera, c'est un deck qui peut pas perdre quand il win le dice, en gros. Enfin, il peut, mais il faut qu'il essaye. Ok, ok. Euh, j'ai vu la question que je lui ai posée, elle était bien en plus, mais c'est pas grave. Du coup, donc Lille se Pas passe trop grave. mal, et derrière, Oui. on arrive sur Bologne, du coup. Ouais, Donc Bologne, alors, t'en as beaucoup parlé, il y a une vidéo sur ta chaîne qui parle un peu du cheminement du deck. ouais. La vérité, c'est qu'au final, tous les meilleurs joueurs l'avaient, avec une variante évidemment un peu C'était différente. très très drôle. Et toi? Ouais, c'était extrêmement drôle. Je suis arrivé à l'événement, je croyais que j'étais le seul à avoir la pièce Smith dans mon deck de toute la salle et qu'il y avait personne qui l'avait jamais lu à part moi. Vraiment, j'étais sûr que j'avais gagné quoi qu'il arrive si mon adversaire devait lire la carte, des choses comme ça. Et round 2, je commence à jouer. Mon adversaire il me regarde droit dans les yeux et il me dit: «Mec, j'ai playtest 30 BO contre ton deck la semaine dernière». Je le regarde, je fais: «Comment ça, mon ref?» Et après le BO, il me dit: «Ouais, en fait, il y a toute la Red and Trade qui joue le deck et j'ai playtest avec eux la semaine dernière». Et j'étais là: «Ah, Ouais, bah, oui?»
Il y avait eux, il y avait les Ricains aussi qui l'avaient. Il y avait juste Pac. Yep. Non, Mais Pac, il s'est concerté avec eux, même si il est pas dans leur team. ah bah, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Alors, du coup, ce deck-là, Ouais. on est toujours sur un objectif de top ou au moment où t'arrives, t'es ultra confiant parce que tu t'es buté avec le deck et tu sais que t'as un deck de baiser, genre. Ouais, c'est ça. J'espère juste que je vais pas tomber contre trop de Tenpai parce que c'est le match-up où j'ai un game plan en lequel je crois pas à 100%. Je sais que je peux gagner des BO contre Tenpai, je sais pas si je peux en gagner plus de la moitié. Et donc j'espère que je vais juste pas tomber contre trop de Tenpai parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué. Et j'espère qu'ils vont se faire éliminer dans les premières rounds et que si je commence à gagner, je vais moins tomber contre. Mais à part ça, je suis confiant contre toute la salle. Je prie pour tomber contre 18 Snake Eyes dans 18 rounds. Parce que vraiment, c'est mon meilleur match-up de très loin. Et est-ce que le fait que ce soit un tournoi beaucoup plus gros, beaucoup plus prestigieux, ça change ta manière d'aborder les matchs dans le tournoi une fois en top ou pareil? Non, c'est toujours, on les fait un par un parce que, ben, même si dans la préparation, j'ai fait ce que je pouvais pour, aller gagner l'événement, une fois que j'y suis, je peux toujours sortir sur une connerie à un moment de mauvaise RNG, un misplay ou un très bon play de mon adversaire, ça peut arriver. Donc, si jamais ça arrive, il faut que je ressorte du tournoi en étant content de ce que j'ai fait, sachant que j'ai déjà top et pas en me le reprochant à moi-même. Donc, je change pas de mentalité, c'est très bien, ça a toujours marché. Je continue avec ça. Et est-ce qu'il y a un moment au fur et à mesure des matchs là, dans ce top-là où tu te sens intouchable ou pas du tout? Non, jamais, parce que, déjà, j'ai un peu peur du «miroir» entre guillemets, parce que j'ai vu un petit peu, la liste, des Red and Trade, il y a des screenshots qui ont tourné, j'en ai vu un. Je l'ai pas analysé en détail, mais j'ai vu vite fait et bah, j'ai peur du miroir parce qu'eux, ils ont les Kashtira main deck et les Kashtira sont super forts dans ce match-up-là. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis rendu compte qu'en jouant contre Pac, à quel point les Muskets étaient aussi très, très forts dans ce match-up-là et que ils m'ont donné un edge de fou que j'aurais pas pu avoir avec juste des Kashtira. Mais du coup, j'étais content, mais j'avais quand même un peu peur de jouer contre leur deck, même si j'avais envie, hein, parce que c'est que des bons joueurs et j'aime toujours jouer contre des bons joueurs. Et à partir du top 8 aussi, quand j'ai vu qu'il y avait 8 decks différents et aucun Snake Eyes, j'étais là, bon ben maintenant, mon deck, il a fini de faire ce pourquoi il était fait, il faut improviser. Ok, ok, donc c'est ça le feeling à ce moment-là. Parce que typiquement, tu vois, Noël à Lille, j'avais Ouais, trouvé hyper fébrile son match de top 8 et il s'est passé des choses un peu what the fuck. Et derrière, j'avais ouais. l'impression qu'il était intouchable. Ouais, Une fois bah que une après, fois que ce déclic est passé pendant le match, là, j'avais l'impression qu'il était intouchable. ça dépend. Moi, je sais que le moment où j'étais très très heureux, c'était pendant mon feature contre Pac en top 8. Parce que Pac, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup en tant que joueur et en tant que créateur de contenu. Et bah, j'ai été content de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir jouer contre lui. Et surtout, c'est aussi mon tout premier feature match en YCS. J'ai eu pas mal de features en France, mais jamais en YCS. Et j'ai vraiment passé une game incroyable, un moment vraiment très sympathique. Et du coup, à partir de là, ben, je savais que mon deck était suffisamment bon pour gagner l'event et il fallait juste que la RNG soit un peu avec moi et que je joue correctement. Yeah, bah pour le coup, de toute façon, ça a été un bordel hein, sur le chat. Il y a eu un pic à plus de 1100 personnes juste sur ma chaîne. Et c'était un bordel. C'était vraiment c'était assez fou le deuxième Fifalos. Même sur place, on entendait, il y avait une ambiance de Et fou. oui, et le pire, c'est que j'avais encore perdu à ce moment-là. Alors non, j'avais gagné, et ensuite j'avais perdu, et ensuite j'avais gagné. En gros, s'il avait draw, la première résolution de draw, j'avais perdu. Ouais. Et s'il avait Finsmith combo après avoir invoqué son fantôme, j'avais perdu. Après, notre ami Francesco, je pense qu'il a été un peu dépassé par l'événement aussi. Ça lui Ouais, arrivait de. je pense que la Mourner aussi, il s'est dit, vas-y, il reste 6 minutes, je veux pas prendre 2000 de dégâts, des trucs comme ça. Moi, j'aurais pas dû Imperm Spirit parce que sous double Fuva, je m'en fous qu'il aille faire du card advantage puisqu'il va me faire draw à chaque fois. Et comme ça, je garde ma Imperm pour un fantôme à mon tour potentiellement. Et du coup, s'il droll, là, je gagne puisque du coup, je peux Imperm Nib une fois qu'il commence à jouer sous droll. Mais comme j'ai Imperm, comme il a pas de droll, enfin, c'était un bordel. Mais oui. Yep. Bon, en tout cas, c'était un match qui était assez fou. Et donc derrière, on se retrouve avec une victoire de ce YCS. Bon, la question évidemment que tout le monde attend, c'est quoi la suite? Il y a forcément des objectifs qui s'ajoutent là quand tu commences à prendre autant de points sur un tournoi comme ça. Est-ce que c'est un truc qui te chauffe les points ou pas du tout?
Bien sûr, après c'est compliqué par rapport à, comme tu l'as dit, l'endroit où j'habite et différentes choses. Mmh. On va dire que je vais essayer de faire la course au point, pas en me déplaçant à tous les WCQ que je peux. Je vais essayer de faire compter les tournois auxquels je vais plutôt. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec des YCS, avec des gros WCQ, des choses comme ça. Et bon, d'un autre côté, je me fais pas de soucis non plus parce qu'il y a d'autres moyens d'aller au World, même cette année si j'y arrive pas. Il y a de un le fait de faire un assez bon score à l'Europe en lui-même, ce qui est bon, sujet à l'aléatoire évidemment, mais qui n'est pas impossible. Et il y a aussi les World Master Duel qui sont, une autre porte d'entrée, auquel je vais essayer de me dédier, en tout cas pendant les phases de qualification. Donc j'ai plusieurs opportunités cette année d'aller au World. Je ne me mets pas la pression pour aller utiliser une voie en particulier. Bah, je pense que c'est la très bonne manière d'aborder le truc pour le coup. Alors après, ne va pas non plus sur Duel Link, hein, parce que là, Non, ça je vais éviter. C'est pas le le, même jeu. le portefeuille va pas suivre. Et donc, du coup, là, on a parlé du Mathieu joueur, et là, comme tu en parlais, il y a Master Duel aussi, donc il y a le Mathieu créateur de contenu aussi. Ouais, un petit peu depuis quoi, 10 mois maintenant. Donc, dis-moi, c'est quoi, tu fais quoi, deux streams par semaine, c'est ça? J'en ai fait 3 pendant très longtemps Mhm. et là les derniers mois j'en ai fait 2. En décembre, ça va être complètement aléatoire parce qu'avec les fêtes et différentes choses, je lancerai des streams, quand j'en aurai, l'inspiration, la motivation, tout ça. Mhm. Mais à partir de janvier, ça reprend. Je ferai 2 ou 3 streams par mois enfin par mois, non, par semaine normalement, avec différentes choses donc bah, en Et fonction de voilà. Oui. et t'as des objectifs ou, quoi, ou pas du tout, ou juste tu fais ça pour partager ce que tu fais, créer une communauté autour de toi? Alors, quel est Heu, l'objectif? mon objectif en soi, c'est pas un objectif de followers ou de viewers ou de quoi que ce soit. Mhm. C'est, d'essayer de faire du contenu qui soit intéressant, pour des gens qui ont envie de le voir. Donc tant qu'il y a des gens qui viendront voir ce que je fais et que je vais aimer ce que je fais, je vais continuer. Une chose que j'ai commencé à faire et que j'aime beaucoup, c'est, reprendre des concepts des youtubeurs anglophones parce que, ils ont des concepts que je trouve vraiment incroyables, mais on n'a pas beaucoup de streamers et créateurs de contenu en France qui vont essayer de faire ce genre de choses. Donc, ben, puisque c'est des concepts que je trouve vraiment géniaux, je les Là, reprends et j'essaye d'en faire quelque chose. tu parles du sadomasochisme, c'est ça le truc? Il y a Master Duel Masochist entre autres, j'ai fait récemment, Saga qui est un concept de Dizzy, enfin je vais encore en faire d'autres. J'ai repris, le Master Duel Arena, Asimo aussi, enfin différentes choses, qui sont, très, très sympathiques et je pense que c'est du contenu qui est intéressant. Donc comme on n'a pas en France, je vais essayer de, faire en sorte que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils aient ça à regarder. Après, les plus grands comédiens ou les plus grands comiques, et ils ont repris les concepts de spectacles américains, ils s'en sont sortis, hein. Moi je te le souhaite. Hein. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que tu regardes pas de créateurs de contenu en France? Putain, mais vas-y, pourquoi je l'invitais? Pas du tout. Quasiment aucun, non, parce que, la Merde. plupart du temps, justement, ce que je cherche, c'est plus en anglophone. Comme, aussi, pour ce qui concerne, tout l'aspect compétitif du jeu et tout, j'ai les informations qu'il me faut entre la team, et mon réseau personnel, de les gens avec qui je parle, tout simplement. Du coup, quand je regarde du contenu, c'est en général pour du divertissement. Alors ça aide le fait que, je connaisse le jeu à ce point-là parce que ça veut dire que je peux comprendre des choses avancées, sur le Mhm. contenu que je regarde, mais effectivement, ce que je vais regarder la plupart du temps, ce sera plutôt en anglophone. Et la médiatisation du jeu, t'en penses quoi de la manière qu'elle évolue? C'est-à-dire les streams, le fait que les tournois soient stream, le fait qu'il y ait moyen même de faire des reviews. Je pense que c'est un truc qui serait super intéressant que tu fasses des reviews. C'est quelque chose qui De t'intéresse? features? Bah de match, ouais. Ouais, bah, ça tombe bien que tu abordes le sujet parce que j'ai fait pendant le même live où j'ai présenté mon deck, du tournoi, j'ai review, mon top 8 et ma finale et il y a les 2 vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, une aujourd'hui et l'autre en fin de semaine. Oh là là, mais ça vit, hein. Donc c'est magnifique. Merci à toi pour cette transition toute trouvée. Sinon, ce que j'en pense en général, je pense que, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça permet, au jeu d'évoluer plus vite. Parce que le fait d'avoir accès aux informations sur la méta, ça permet aux meilleurs joueurs de trouver des réponses à ce qui se fait dernièrement et ensuite il faut trouver des réponses aux réponses. Ça permet de faire avancer le jeu et donc on peut avoir quelque chose qui est en constante évolution plus rapidement, même s'il n'y a pas de sortie de set, de banlist, de choses comme ça. Et en plus, ça permet à des gens de se faire connaître et de créer une communauté et le jeu, c'est, comme on peut pas en «vivre» entre guillemets, on joue pour l'ego et on joue, pour, l quoi? L'aspect social et pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc le fait d'avoir des streams qui sont refaits et tout, ça permet d'augmenter un peu,
tout ce qui est social dans le jeu. Il y a des gens des fois qui viennent me voir en YCS ou en France pour me parler et tout. Moi, ça me fait plaisir parce que Mhm. bah, je suis en mode, ok, ils sont venus me voir, moi je suis content de leur parler, je suis content de parler du jeu, de Là, tout. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui jouent Dragon, je leur montre un peu des combos et tout. Enfin, c'est incroyable. petit conseil, aux France, si on te demande beaucoup de photos, moi pour le coup, aux France, à chaque fois, c'est terrible, ne serre pas les mains. Ou alors, et du gel hydroalcoolique sur toi, sinon tu reviendras malade. À chaque fois, je reviens malade. Voilà, ça. Alors, ce que je fais en tournoi, ça, j'en profite pour le dire puisque c'est quelque chose qui est pour moi absolument vital. Entre toutes les rounds ou au pire toutes les 2 rounds, je me lave les mains et genre, allez-y, n'hésitez pas. Entre toutes les rounds, si vous pouvez, faites un tour aux toilettes, lavage de mains, Oh savon, merde. c'est super important et pour une autre raison, qui est, importante en plus du fait quoi de juste avoir les mains propres pour serrer la main des gens, c'est que ça permet d'économiser des sleeves. Vous n'avez pas idée à quel point des sleeves peuvent rester propres longtemps si vous vous lavez les mains entre chaque round. J'ai gardé des sleeves pendant plusieurs semaines sans qu'elles aient une crasse dessus parce que je me lavais les mains en les utilisant. Ok, bah non, mais c'est. Voilà, faites des économies en vous lavant les mains. Pas comme QC et Edouard dans le chat qui évidemment changent de sleeve à chaque tournoi, ça me dégoûte. Aïe aïe aïe. Non, pas du tout, je plaisante. Bon, on va terminer sur cette fameuse phrase du coup. Donc en 2022, tu me regardes dans les yeux, tu me dis mon seul objectif c'est d'aller au World. Le Mathieu d'aujourd'hui qui a pris du galon et qui a passé plusieurs étapes depuis, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours le seul objectif? Ou est-ce que maintenant c'est peut-être autre, tout simplement? L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'aller au World. Quand j'ai cet objectif en 2022, dans tous les cas, je sais que c'est un objectif à long terme et que c'est pas la première étape. Mais je sais que c'est vers là que je veux me diriger. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a des étapes et tout. Je sais qu'il y a des étapes, évidemment, mais les étapes, pour moi, si je les remplis, entre guillemets, si j'arrive à atteindre ces étapes, c'est pour après aller au World. Parce que c'est un événement auquel j'ai envie de prendre part en tant que joueur, qui me donne vraiment envie en tant que juste événement communautaire, peu importe le score que j'y fais. Évidemment, si j'y vais, je ferai tout mon possible pour faire le meilleur score une fois là-bas. Et une fois que j'y serai allé une fois, et ben, l'objectif, ce sera juste d'y retourner. Parce que c'est en soi le fait d'y aller au vu de ce que ça demande en termes de résultats sur une saison complète ou de score à un tournoi précis, pour l'Europe ou des choses comme ça. Juste le fait d'y aller, c'est pour moi la réussite d'une saison en soi. J'ai pas envie de me mettre la pression une fois que j'y suis parce que j'ai envie d'en profiter à chaque fois que j'aurai l'occasion. Mais évidemment, l'objectif, c'est de faire le meilleur score possible une fois là-bas. Non, bah c'est bien. Moi, pour le coup, je trouve que tu as une trajectoire intéressante. Souvent, je m'amuse à regarder les trajectoires des gens qui sont estimés comme les meilleurs et j'ai tendance à pas être fan, tu sais, des gens qui sont très vite très hauts et qui derrière font le yo-yo. Là où toi, pour Ouais. l'instant, ça fait que monter de manière générale à intervalles réguliers. Sauf en 2023. Sauf en 2023 où il y a un petit passage à vide, mais au final, t'as pas fait de tournoi. Donc la réalité, c'est que. C'est ça. C'est que J'en ai fait 3 et j'ai pas fait de score. Enfin, c'est voilà, pas. la réalité, c'est que pour le moment, t'as commencé par un national, là, t'as pris un très gros titre international. Maintenant, faut voir la suite, quoi. De toute façon, on va suivre ce que tu fais. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, du coup? Et bien, sur Twitch, Mathieu Bricard YGO, évidemment, ma chaîne personnelle où je fais du contenu la plupart du temps casu, fun et tout, mais de temps en temps, je fais aussi du compétitif, comme j'ai fait là, par rapport à mon score. Je pensais que c'était sympa de revenir dessus et de donner des explications plus poussées. Des Mhm. fois, quand il y a des nouveaux decks qui sortent aussi, j'essaye de voir ce que je peux en faire, qu'est-ce que ça peut donner. Je sais que j'avais fait ça à l'époque avant le CDF et que ça s'était plutôt bien passé. Et sur YouTube, où pour le moment, il y a que les rediffusions de live, et encore pas toutes quand j'y pense. Mais je vais essayer d'être plus régulier pour ça. Donc si vous n'êtes pas disponible sur Twitch ou autre, sur YouTube, Mathieu Précard YGO, encore une fois là, J'ai le mis le même lien nom. dans le chat, t'inquiète. Merci beaucoup. Donc vous devriez avoir la majorité des rediffusions à l'avenir. Et sinon, bah, je risque d'apparaître sur différents lives en fonction de ce qui se passe. Je suis apparu chez PE la semaine dernière, sur la chaîne de la ARES, évidemment, quand il y a des choses à faire, à dire, des commentaires, tout ça. Ah, Euh, ouais, d'ailleurs, je vais me permettre un petit conseil là. Quand t'as 1000 euh, personnes qui t'attendent, que t'as une interview après ton match, et que t'arrives et tu dis salut à tous et tu te barres. ah, c'était incroyable ça. J'ai vu ta réaction après et ça m'a beaucoup fait rire. Tu Oh voulais que merde. je fasse quoi? Je sais pas dire bonjour, même juste bonjour.
En fait, le problème, c'est que moi, j'entendais rien en retour. Ouais. Du coup, j'ai aucun moyen d'avoir un back and forth, Ouais. enfin une discussion. En plus, je suis pressé de tous les côtés parce qu'on nous jette de la salle, il faut que j'aille récupérer mes lots au prize ball et tout. Je suis encore dans l'émotion du moment, du coup, j'ai Oh. du mal. Un petit conseil pour la dernière fois, juste dis merci aux gens et ça suffit. T'as pas besoin de dire plus. Ouais, c'est pour ça que, j'ai juste pas pensé, j'étais, un peu trop Dans l'euphorie finalement. dans l'euphorie, ouais, à ce moment-là. C'est évidemment, en termes de sentiments que j'éprouve, c'est je suis, le mot en anglais, c'est thankful, mais je l'ai pas en français. Reconnaissant. Reconnaissant, merci. Je suis très reconnaissant, à toute la communauté qui m'a aidé, qui m'a poussé vers l'avant, parce que, depuis que je stream en particulier, je reçois quasiment que du positif. Donc c'est incroyable de mon côté ce qui se passe de ce côté-là. Eh ben écoute, bah c'est super. C'était clairement le genre de message qui fait plaisir à entendre. Moi, je vais te laisser parce que tu dois aller au DC. Moi, je dirais, Exactement. moi, c'est ce soir le DC chez moi. Je vais aller casser la gueule à ton mate. Ah ouais, qui ça? Bah, c'est mon vieux Pierre Burgals. Oh là là, le Pierrot! Mais non. Mais Heu, non, moi je vais au DC avec un deck très, très fun là, à 14h30 ça va commencer. Et j'en parlerai sûrement en live en fin de semaine. Vraiment, si si je peux, teaser un petit peu? vas-y, mais fais-toi plaisir. T'es chez toi, Et fais-toi bah, allez, plaisir. let's go. Je vais jouer, Grâce Gotti, des poissons, 60 cartes, on essaie de résoudre Grâce et de meuler 20 et j'essaierai de voir, ce qu'on peut en faire. J'en parlerai sûrement en live, que ce soit en TCG ou sur Master Duel, parce que le deck est jouable sur Master Duel aussi. Si vous êtes intéressés, il y aura un live qui va pop en fin de semaine, je pense demain ou après-demain. Très Il y bien. aura, Et, donc et si vous voyez ça, vous savez de quoi on parle, Et un si jour, ça on vous fera intéresse. évidemment un live pour expliquer pourquoi les gens qui 60 cartes sont détestables. Mais ça, ce sera plus tard, évidemment. Voilà. Mathieu, Évidemment. je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'arriver à tes objectifs, de continuer à nous régaler. Et voilà, tout simplement, je te laisse aller au DC. Bah, merci beaucoup à toi, merci pour l'invitation. Salut au chat, évidemment, Ah, voilà. Salut le merci chat. d'avoir été là. N'hésitez pas à, suivre la chaîne de Vince puisque, il fait du contenu régulièrement, hein. Pareil, pareil. Et si vous voulez passer sur la mienne aussi, ça me ferait plaisir. Mais à part Ok. ça, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut à Yep. tous! Bah, vas-y, vas-y. Merci à toi d'être passé, frérot. Hop. Bon. Ah, les gars, c'était sympa en vrai. C'est sympa, il avait beaucoup de choses à dire. En vrai de vrai, moi j'aime bien. Ce format-là, je l'aime bien. C'est juste que, comment dire, en fait, c'est dur d'avoir des joueurs de Yugi qui ont des choses à dire qui sont intéressantes. Pour le coup, comment dire, il a un profil qui est très intéressant. Il est un peu foufou, mais je pense que c'est le genre de profil qui ça a son avantage d'être foufou en fait. Il y a des profils, ils sont un peu foufous, ça les, comment dire, ça leur joue des tours. Lui, pour le coup, la majorité du temps, quand il a des idées, bah. Après, ce qui est bien, c'est que c'est tout ou rien. C'est soit il gagne, soit il fait pas top, quoi. Il y a jamais de juste milieu. Mais ça, en général, c'est les génies, hein, c'est les gens fous. Ça, c'est les gens complètement fous. Bon, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Alors, j'avoue que j'ai coupé un peu court, mais on est longtemps sur le live. Mais est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que vous avez appris des trucs qui vous ont simplement permis de mieux connaître ce joueur? Alors, le replay sera sur YouTube à 17h. Oui, c'est cool. Bah, pour le coup, le fait de mettre en avant des joueurs comme ça, j'ai la possibilité de le faire et c'est quelque chose qui est bien. Plus de ça, bah, c'est des gens qui partagent une expérience qui est différente de la mienne, mais qui est un peu semblable aussi. Parce que bah, c'est des mecs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui performent sur le jeu comme ça, c'est des gens qui dédient. Allez, je vais exagérer un peu, mais qui dédient leur vie ou pas loin au jeu en fait. Donc, du coup, moi, c'est super intéressant pour moi d'entendre ce que les gens pensent, les retours et tout, parce que on part un peu avec ma situation. Alors, je le dis pas en live évidemment, mais genre, j'aime bien. J'aime bien. C'est cool. La vraie question, c'est est-ce qu'il va réussir à confirmer? Parce que le plus dur à Yu-Gi-Oh, c'est évidemment ça, les gars. Le plus dur à Yu-Gi-Oh, c'est pas de gagner une fois, c'est de continuer. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont un one-time, mais il y a peu de joueurs qui continuent. Et lui, pour le coup, il est sur la pente ascendante, donc on verra.